Alain Guimond et Mme Joëlle Tivierge, respectivement président et directrice générale du réseau Biblio, évidemment du réseau Biblio du Québec. Bienvenue à vous deux. Bienvenue à l'Assemblée nationale. Alors, comme toujours, vous avez 10 minutes pour nous présenter l'essentiel de vos réflexions, après quoi s'ensuivent des échanges avec les élus. Ça vous convient? Très bien. On vous écoute. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Monsieur le ministre, Messieurs, Dames les députés. Le réseau Biblio du Québec, c'est le regroupement des 11 centres régionaux de services aux bibliothèques publiques du Québec, ce qu'on appelle les CRSBP. Les CRSBP, c'est un peu l'instrument du ministère de la Culture et des Communications du Québec pour aider les municipalités de moins de 5 000 habitants à offrir un service de bibliothèque de qualité à ses citoyens. Les membres des CRSBP du Québec, qu'on appelle Réseau Biblio, là, pour aller dans... ça compte 763 municipalités pour un total de 787 bibliothèques, puis ça représente une desserte d'environ 1,7 million de personnes qui sont pour la plupart en milieu rural. On fait quand même 4 millions de prêts aux gens qu'on dessert. Je m'en voudrais de ne pas souligner que la très grande majorité des services de bibliothèque est assurée par l'implication d'environ 7 800 bénévoles qui travaillent autour de 400 000 heures annuellement. Puis ça, c'est seulement lors des heures d'ouverture aux bibliothèques. Ça ne tient pas compte du temps passé à réparer des documents, nettoyer, faire du rangement, faire des achats aussi pour la bibliothèque. Parce que les membres du réseau Biblio du Québec sont d'assez importants acheteurs de livres sur tout le territoire québécois, avec environ 3,5 millions de dollars qui sont investis annuellement pour le développement des collections. Nos membres sont assujettis à la loi 51 sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre. Un des effets bénéfiques de cette loi, c'est probablement les liens étroits que les bénévoles ont tissés avec les libraires de leur région. Parce que les bibliothèques des régions ont besoin des services professionnels, personnalisés, puis des conseils précieux que les libraires donnent aux responsables et aux bénévoles de nos bibliothèques rurales pour le développement de leur collection. On se demande souvent, en fait, à quel saint pourraient se vouer les bénévoles de bibliothèques s'il n'y avait pas leur libraire. Mais c'est vrai que les choses changent, les choses progressent, puis la bibliothèque rurale ne fait pas exception à ça. Elle est passée de l'armoire à livres à des petits centres culturels où il y a de l'animation, il y a des expositions, il y a de la formation, il y a du divertissement. Il y en a autant aujourd'hui pour les tout-petits que pour les grands-parents. Mais au final, la bibliothèque demeure ce lieu privilégié où on a accès à une grande diversité d'ouvrages sur un monde de sujets. C'est là, à la bibliothèque, où on trouve des livres, puis peu importe le format. Pour y arriver, il faut conserver cette diversité qui est à la base des collections locales, puis le libraire est le professionnel qui nous permet de faire les meilleurs choix, puis des choix adaptés à clientèle desservie par la bibliothèque un tel, puis des abonnés d'une autre. Probablement que les aventures de l'homme panache ont plus de succès à la bibliothèque de Lebel-du-Quévillon qu'on va en avoir à Nicolet. Mais encore, il faut savoir que l'ouvrage est disponible puis qu'il nous a été recommandé. D'ailleurs, on s'inquiète, le réseau Biblio du Québec, de la diffusion, de la visibilité puis de la disponibilité des œuvres des auteurs régionaux et locaux. Nos bibliothèques sont fiers de contribuer au rayonnement des auteurs de leur région, puis les petits libraires, généralement, le sont aussi. Un petit exemple, je suis moi-même bénévole à ma bibliothèque depuis 12 ans, puis il y a plusieurs années, je suis allé visiter ma libraire. Elle me montre un tout nouveau roman qui s'appelle, on prend un cas particulier, qui s'appelle Les Héritiers de la Mine. Les Héritiers de la Mine, vous comprendrez, moi je suis président d'abord et avant tout du réseau Biblio de l'Abitibi-Témiscamingue nord du Québec. Donc, ça doit parler de l'Abitibi-Témiscamingue, les Héritiers de la Mine. Elle dit oui. Elle dit, c'est une femme du coin de Rouen qui écrit ça, puis elle dit, c'est pas mal bon. Le nom de l'auteur, à ce moment-là, ça me dit rien, mais j'achète sa recommandation. Je ramène le livre à la bibliothèque. Il y a d'autres bénévoles qui partent avec, puis après un mois, il est toujours emprunté, toujours sorti, tellement que j'en achète un autre. Quelques années plus tard, le même auteur commet un autre roman qui s'appelle Jeanne sur les routes. J'ai même pas regardé de quoi ça parle, je l'ai acheté. Je savais que l'auteur, ça avait sorti, ça avait été emprunté à la bibliothèque. Puis il y a des abonnés de la bibliothèque qui n'ont même pas emprunté à la bibliothèque, qui ont acheté le deuxième livre parce qu'ils avaient lu le premier. Ils l'avaient apprécié.
Le dernier roman de cet auteur-là, qui réside dans le coin de Rouen, s'intitule « Il pleuvait des oiseaux ». L'auteur se nomme Jocelyne Saucier. Son roman remporte plusieurs prix prestigieux à travers le monde, dont celui des 5 continents de la francophonie, puis le prix France-Québec en 2012. Non seulement elle fait rayonner l'Abitibi-Témiscamingue, mais maintenant le Québec à travers le monde. Puis je dois vous dire qu'à un moment donné, quand j'ai vu la couverture de « Il pleuvait des oiseaux » dans la vitrine d'une grande chaîne avec un bel autocollant coup de cœur dessus, c'est venu faire vibrer ma petite fibre de fierté, puis je me suis dit, il y a peut-être un petit peu de nous autres là-dedans. Il y a peut-être un petit peu de la bibliothèque locale, il y a peut-être un petit peu du libraire régional qui a fait connaître cet auteur-là, puis qui l'a diffusé. Puis aujourd'hui, on trouve les ouvrages de Jocelyne d'Abitibi, on les retrouve sur Amazon, sur Chapters Indigo, Archambault, Renaud-Bré, tout le monde. Enfin, il y a aussi la loi 51 qui a joué un rôle important dans le maintien des librairies un peu partout sur le territoire du Québec. Puis on pense que toute la population en profite. Mais il semble que cette mesure est plus suffisante maintenant pour la survie des librairies indépendantes qui, elles aussi, doivent s'adapter et doivent se diversifier. Mais leur rôle, il est primordial pour assurer l'accès à une certaine diversité dans les bibliothèques, autant que pour le consommateur. Naturellement, je parle des gens des régions particulièrement. Donc, d'autres mesures qui semblent être nécessaires, dont celle du prix réglementé. Puis à cet effet, on pense que la proposition du 9 mois avant de permettre aux détaillants d'abaisser le prix, ça nous paraît raisonnable. On n'est pas des experts en la matière, on le dit immédiatement. Pour les réseaux biblio-régionaux, puisqu'on est assujetti à la loi 51, on doit déjà se procurer nos livres dans des librairies agréées au prix déterminé par l'éditeur et la librairie. Donc, l'harmonisation du prix des livres n'aurait aucune incidence négative, en tout cas pour nos pratiques d'achat. Toutefois, la fermeture de librairies, ça pourrait nous causer des sérieuses difficultés dans l'application de la loi. À titre d'exemple, dans la région de la Côte-Nord, il en reste 3 librairies agréées, puis la loi exige que les institutions fassent l'acquisition de livres dans au moins 3 librairies agréées dans la région administrative où se trouve la bibliothèque. Donc, s'il devait fermer une seule de ces librairies, le CRSBP de la Côte-Nord pourrait plus se conformer à la loi telle qu'elle est. Chez nous, au Témiscamingue, la librairie agréée est située dans le chef-lieu qui est Ville-Marie, le plus beau village du Québec. Mais Ville-Marie se trouve à 140 km du magasin à grande surface la plus proche, puis aussi de l'autre librairie agréée la plus proche. Dans le Témiscamingue, qui est un territoire de 20 000 km², il y a plusieurs bibliothèques. Il y en a une vingtaine là, qui font partie du réseau, dont la plus loin est à 85 km de Ville-Marie. Donc, si la librairie de Ville-Marie devait fermer, elle devra faire 200 km pour se rendre à Rouyn-Noranda. Puis ça, c'est autant pour la bibliothèque que pour le consommateur. Pour le point de vue du consommateur, de toute façon, l'influence du prix réglementé sur sa consommation culturelle, je pense que vous allez rencontrer des gens qui sont bien plus compétents ici pour vous apporter un éclairage sur ce sujet-là. Je vous apporte encore le point de vue de la bibliothèque. De notre côté, nous, on va toujours s'efforcer à offrir aux Québécois des régions un accès à une meilleure diversité culturelle possible, où qu'ils soient sur le territoire. On dit parfois qu'une chaîne est aussi solide que son maillon le plus faible, puis on pense que le libraire professionnel est un élément essentiel de cette chaîne. On est d'avis qu'il est important que l'ensemble de la population ait accès à une grande variété de livres. On pense que les bibliothèques, naturellement, sont le lieu par excellence pour offrir cette bibliodiversité et qu'elles ont besoin des libraires et des services professionnels qui sont attachés aux libraires. Donc, nous sommes aussi d'avis que le consommateur québécois y trouve son compte. C'est donc sans réserve que le Réseau Biblio du Québec appuierait l'adoption d'une loi qui permettrait l'application d'un prix réglementé pour le livre neuf imprimé au numérique au Québec. Merci. Vous êtes très discipliné, M. Guimond. Alors, vous venez d'ouvrir ainsi la période d'échange avec les parlementaires. Mme Tivierge, vous vous joignez aussi au groupe, sans souci. Alors, Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Guimond, Madame Tivierge, soyez les bienvenus. Je vais m'attarder un tout petit peu sur l'exemple que vous donnez sur la Côte-Nord. Vous dites dans le mémoire, la fermeture de librairie pourrait influencer l'application de la loi 51. À titre d'exemple, donc vous donnez cet exemple de la Côte-Nord, seules 3 librairies sont agréées pour les institutions. La loi 51 exige l'acquisition de livres dans au moins 3 librairies
agréés de la région administrative où se situe la bibliothèque. Cette application deviendrait difficile, voire impossible, dans cette grande région étendue, si une de ces librairies devait fermer ses portes. À votre connaissance, est-ce qu'il y a un risque qu'à court terme, on ait des cas de figure illustrant ceci? En fait, oui, Monsieur le ministre, même que dans le cas de la Côte-Nord, je crois que c'est déjà fait. Ils sont maintenant rendus à 2. Alors, déjà, c'est sûr qu'en achetant à 2 librairies agréées, je vous ai dit 3, mais en fait, on m'a soufflé. Ils sont 3? Je m'excuse. Ah, pardon. Je parlais des grandes surfaces. Ah, des grandes surfaces. surfaces. Donc, il y a 3 librairies agréées. Donc, puis 2 grandes surfaces. C'est moi qui ai mal compris à ce niveau-là. Mais écoutez, je ne connais pas l'état financier ou la précarité des 3 librairies agréées. Mais s'il devait en fermer une, effectivement, on pourrait se retrouver rapidement à devoir jongler là, avec la possibilité. OK. Alors, je reviens aux questions pratico-pratiques. Vous suggérez une période d'application pour le prix réglementé de 9 mois. Qu'est-ce qui justifierait ce choix de 9 mois? Pourquoi pas 6 ou 12 comme en France, on le disait tout à l'heure? Puis vous avez tout à fait raison. Puis on le dit d'emblée qu'on n'est pas des experts en la matière, mais après consultation avec les bibliothèques publiques, puis avec certains organismes, il semble que le 9 mois fasse consensus là-dedans. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Oui, bien, je pourrais dire, étant directrice générale dans un réseau biblio, celui de l'Estrie, on voit les titres les plus populaires être en demande. C'est à peu près la période moyenne où ils sont le plus en demande. On a un service de prêt en bibliothèque, naturellement, pour prêter les livres entre les différentes bibliothèques. Fait qu'on est en mesure vraiment de voir quels sont les titres les plus populaires, les plus demandés par les usagers. Et cette période de 9 mois va vraiment couvrir là, la popularité des best-sellers. Okay. J'ai mal entendu. C'est quoi l'élément de référence auquel, dont vous parlez pour définir le 9 mois? C'est la popularité de la demande du livre en bibliothèque. OK, en bibliothèque. En bibliothèque. Donc, la période où il est le plus populaire, qu'il est le plus demandé par les usagers, donc il y a des réservations en attente, etc. Donc, donc ceci sous-entend que vous avez un suivi. Oui. Là-dessus, ce sont des éléments documentés. Tout à fait. Auxquels on peut avoir accès. Tout est informatisé, toutes les demandes sont informatisées. Ça, on a des statistiques, effectivement. OK. D'accord. Donc, si jamais la Commission a besoin de ces références physiques, OK, parfait. Vous soulevez l'idée qu'il est important de protéger les investissements publics qui ont été faits jusqu'à maintenant dans le domaine du livre. Est-ce que vous pourriez préciser votre pensée en nous indiquant également comment le prix réglementé du livre neuf, pour une période de 9 mois, pourrait contribuer à protéger ces investissements-là? Il y a beaucoup d'investissements au niveau public dans le monde du livre et des bibliothèques. On le sait bien, que ça part de l'association des auteurs aller jusqu'aux bibliothèques publiques. Donc, ça fait quand même plusieurs années que le gouvernement investit dans ce milieu-là. La loi 151 en est l'exemple le plus populaire, le plus connu. Naturellement, ces investissements-là ont permis, à travers les années, de sauvegarder le livre au Québec, de sauvegarder cette chaîne du livre si importante. Donc, comme on mentionnait, les libraires aussi font partie de la chaîne et notre crainte, c'est que si ces libraires-là ne sont plus présents, cela s'effrite. Cette chaîne si forte qui a permis, c'est extraordinaire au Québec qu'on ait autant de publications québécoises, qu'il y a autant d'auteurs, qu'il y a autant de bibliothèques sur tout le territoire. Comme vous le savez, on dessert des petits milieux. Chez nous, on a une municipalité de 111 habitants qui a sa bibliothèque. Pourquoi elle est là? Parce que les réseaux biblios existent, parce que le ministère investit dans les réseaux biblios, etc., etc. Donc, c'est globalement ces investissements qu'on voudrait pas voir se fragiliser parce que depuis des années, elles ont aidé à maintenir ce réseau si fort et si exemplaire dans le milieu littéraire.
Je pense que le Québec, on est vraiment, on sort vraiment notre épingle du jeu au niveau de l'édition, de la création, de la diffusion. J'y crois beaucoup. Merci, Madame la Présidente. Je laisse la parole à mes Bien sûr, collègues. bien sûr. Alors, Monsieur le député de Bonaventure. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Monsieur Guimond, Madame Thivière. J'ai une question d'ordre général. Comment se porte la lecture au Québec? Elle se porte bien. Vous savez, la lecture, encore une fois, je peux vous dire que statistiquement, au niveau des bibliothèques, il n'y a pas de baisse dramatique au niveau, je vous parle de mon domaine naturellement, il n'y a pas de baisse dramatique au niveau de la lecture. Les habitudes vont changer, on l'a mentionné à quelques reprises. Oui, il y a la lecture surimprimée, oui, il y a la lecture numérique, vous l'avez mentionné tantôt, il y a la lecture audio. Le livre parlé, vous savez qu'il est très populaire. Il a commencé naturellement pour des besoins spécifiques pour des gens avec des problèmes au niveau de la vision, mais elle est devenue très populaire. Je suis la première à utiliser le livre en voiture. C'est extraordinaire. J'écoute les livres que je n'ai pas le temps de lire. Donc, elle se porte bien. Et elle se porte bien aussi. Les bibliothèques publiques vont énormément investir en animation. Donc, le livre, on va le servir à toutes les sauces. La lecture, on va l'utiliser à toutes les sauces. On a plein de programmes pour les tout-petits. On sait que ça commence là. On les perd un petit peu à l'adolescence. On les retrouve un peu plus tard. Donc, dans mon sens à moi, et les statistiques me le démontrent aussi dans mon réseau, dans les autres réseaux, ça va bien, ça va bien. J'ajouterais peut-être à ce niveau-là que malgré, étant donné qu'on parle de région, puis qu'on sait très bien que souvent en région, les populations sont vieillissantes, il y a une clientèle naturelle des bibliothèques qui s'effrite. Puis malgré tout, les statistiques sont quand même se maintiennent, malgré des fois là, des départs, des migrations de population qui désertent des petits villages. La bibliothèque demeure, quand le village ferme, la bibliothèque souvent est encore ouverte. On la ferme en dernier avec le dernier train. Là. Merci beaucoup. Monsieur le député de Saint-Hyacinthe. Merci, Madame la Présidente. Alors, bonjour, Madame, Monsieur. Ma question va être assez simple. Vous parliez, j'ai accroché sur ce que vous venez de dire. Vous dites, OK, les jeunes, on les a, on perd peut-être l'adolescence et tout ça. M'est venu l'idée, comment vous pourriez faire dans la bibliothèque pour que les jeunes adolescents puissent s'accrocher et avoir une référence? Autrement dit, aller à la bibliothèque, mais par le web, et non pas par les moyens naturels. Alors, moi, ma question, c'est bien simple. Avec ces nouveaux moyens technologiques, est-ce que les bibliothèques publiques du Québec auraient besoin, ou quels moyens ils ont actuellement pour répondre à cette demande-là, et qu'est-ce qu'ils auraient besoin dans le futur pour pouvoir accéder à ces besoins-là qui sont quand même, on parle de la génération des ados, c'est la génération qui vient au monde avec la techno. Oui. Alors, je pense qu'il faut être en mesure de s'adapter à cette réalité-là. Oui. Et vous qui vivez dans ce milieu-là, j'aimerais ça connaître vos appréhensions, puis en même temps vos outils ou les moyens qui pourraient être développés. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je vais vous dire qu'une des grosses forces des bibliothèques publiques, pourquoi elles sont encore là, c'est qu'elles, justement, elles réussissent à s'adapter. Elles réussissent à répondre aux différents besoins de leur milieu. Parce que c'est sûr que ce ne sont pas toutes les bibliothèques qui vont offrir l'ensemble des services sur l'ensemble du territoire. Il peut y avoir une modulation selon les milieux, selon les moyens, etc. Donc, pour répondre à l'une de vos questions, oui, on s'adapte à cette clientèle-là. Il y a des endroits qui ont fait vraiment des choses extraordinaires pour s'adapter. S'il le faut, on rentre le jeu dans les bibliothèques. Et oui, il y a des endroits où il y a pas des joujoutèques. Le jeu, naturellement, j'entends du jeu électronique. C'est une façon d'amener les adolescents à la bibliothèque. Il y a des compétitions, des tournois. Et oups, on les entraîne tranquillement vers autre chose, d'autres produits et services de la bibliothèque. Bien sûr, directement avec les classes. On travaille directement avec les écoles. On a des programmes qui vont emmener des classes au complet d'élèves à la bibliothèque pour les adapter. On va beaucoup exploiter le web. Comme vous savez, le livre numérique a fait son entrée aussi au niveau des bibliothèques publiques. Donc, les abonnés, et ça, c'était une demande des abonnés, une demande des plus jeunes, d'emprunter du livre numérique. Donc, de pas nécessairement faire l'achat du fichier, mais de pouvoir l'emprunter au même titre qu'un livre papier, de le lire sur sa tablette, sur ce peu importe, et ensuite le fichier redevient disponible pour un autre emprunteur. C'est des prêts au même titre que le papier. Donc, oui, les bibliothèques s'adaptent à tous ces changements-là pour aller répondre à cette clientèle-là.
Le livre numérique n'est pas seulement pour la clientèle adolescente, bien entendu, mais c'est une autre façon. Donc, oui, on s'adapte. Il y a plein de produits et de services dans les bibliothèques pour cette clientèle. Puis au-delà du livre numérique, quand on parle d'outils, aujourd'hui, notre bibliothèque rurale est accessible 24 heures sur 24. Je veux dire, Oui. moi, avec ça, je commande et j'emprunte des livres aujourd'hui dans ma bibliothèque à Lorrainville. Donc, l'accessibilité, puis les jeunes qui sont beaucoup plus enclins à utiliser les outils comme ceux-là, à ce moment-là, c'est une façon aussi de rendre la bibliothèque accessible aux jeunes. Oui, tout à fait, la rendre accessible. Et j'ajouterais, je mentionnais à M. le ministre un peu plus tôt qu'on a des logiciels spécialisés pour le prêt en bibliothèque. Donc, parce qu'on sait bien que dans une toute petite municipalité, c'est pas la collection de la Bibliothèque nationale qui est là. Mais bibliothèque virtuelle, l'usager veut un titre à un moment précis, on utilise le prêt en bibliothèque. Tout ça, c'est informatisé. On peut faire venir le livre de la Gaspésie pour Saint-Venant-de-Paquette, peu importe. Bien, on a encore énormément de demandes de nos jeunes. Dans les catégories de livres demandés, il y a des jeunes qui prennent la peine de faire des demandes, nous on les appelle les demandes spéciales, des demandes spéciales pour des titres précis. Il y a encore un intérêt. Et je suis la première surprise quand je regarde nos statistiques, mais ça fait plaisir. OK, merci. Merci, Madame la Présidente. Il reste, nous avons 12 minutes, il vous reste 4 minutes à peu près. Merci. Vous ne vous attardez pas dans votre mémoire aux enjeux particuliers du livre numérique, mais vous demandez que le prix réglementé s'y applique de la même manière que pour le livre physique. Pourquoi? Pour la même raison. Pour la même raison de dire... Parce que vous savez que les bibliothèques ne sont pas tenues par la loi... Les bibliothèques étant un acheteur institutionnel ne sont pas tenues par la loi 51 à acheter le livre numérique dans les librairies agréées, tel que c'est le cas pour le papier. Mais nous le faisons. Les réseaux de bibliothèques publiques se sont entendus. Nous allons respecter l'esprit de la loi, nonobstant que le livre numérique n'est pas couvert. Pour la même raison, aider nos librairies. Donc, nous achetons par l'entremise de nos librairies nos livres numériques. On pourrait aller à l'extérieur, ça serait, vous savez comme moi, hein? On clique un petit peu sur le clavier, puis on pourrait acheter à l'extérieur. Non. Toujours dans un esprit d'entraide, dans un esprit de mise en commun, partage des ressources, on veut se garder un réseau de librairies fort partout. Nous allons acquérir le livre numérique au même titre que le papier, donc le prix réglementé s'appliquerait aussi au numérique. Pour notre gouverne, à votre connaissance, est-ce que le livre numérique permet d'assurer la visibilité des auteurs, des écrivains et écrivains locaux et régionaux? Encore faut-il que l'écrivain soit disponible en numérique. Nous, on veut bien acquérir ces documents-là, mais bien sûr, c'est l'éditeur qui va déterminer si le fichier en question est disponible en numérique. Est-ce suffisant? Il faut des campagnes, il faut les faire connaître, il faut les publiciser, au même titre que le papier. OK, merci. Merci, M. le ministre. Madame la députée de la Porte. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour. Bienvenue. Tantôt, mon collègue de Bonaventure vous a posé une excellente question concernant le taux des lecteurs. Vous avez répondu, en fait, la lecture se porte bien au Québec. Est-ce que, quand vous dites ça, est-ce que vous avez constaté une augmentation? Non, on n'a pas constaté de diminution. Okay. Ce qui est déjà bien. Et bien entendu, je parlais ici d'un point de vue de statistique de bibliothèque dans notre réseau, le réseau Biblio du Québec, si on regardait les statistiques sur plusieurs années. Donc, parce qu'il y avait un article l'année dernière dans la presse qui disait que les Canadiens ne sont pas de gros lecteurs. Peut-être les Québécois, oui. Non, attendez que je finisse. Attendez que je finisse. Et à l'intérieur du Canada, c'est au Québec que les habitudes de lecture sont au dernier rang. Mm. Alors, on a beaucoup de travail à faire. Et quand on parlait d'ouvrages littéraires, on disait que 48% des lecteurs canadiens touchaient des œuvres littéraires, puis au Québec, 37%. Vous avez tout à fait raison, et ces statistiques-là sont aussi vraies si nous comparons
les indicateurs de performance des bibliothèques québécoises versus les bibliothèques canadiennes. C'est vrai. On a encore du chemin à faire. Mais présentement, au Québec, si on se compare entre nous, là, il y a un maintien présent. Parce que vous allez me permettre de vous dire que je me pose de grandes questions tant à l'attrait des auteurs et de l'industrie dans son entièreté. Quand, en 2012, le livre le plus vendu au Québec, c'est La mijoteuse de la lasagne à la crème brûlée, suivi du Guide de l'auto. Et bien qu'il y a de très bonnes recettes là-dedans, là. Oui, je l'ai consulté d'ailleurs, mais vous savez, nous, dans les bibliothèques publiques, on ne portera pas excusez-moi l'expression, de jugement sur ce que nos gens lisent. S'il y a un besoin d'avoir 2 exemplaires de La mijoteuse, on va l'acquérir. Ça demeure pour nous de répondre aux besoins de notre lectorat. Mais vraiment, en contrepartie, là encore, vous savez, on répond beaucoup aux demandes spéciales de nos abonnés. Donc, quelqu'un arrive, il y a un titre en particulier que nous n'avons pas, soit on va l'emprunter, ou si on trouve que c'est intéressant pour notre collection, on va l'acquérir. Donc, l'abonné va aussi être partie prenante du développement de sa collection. Mais encore faut-il de trouver ce livre. Et c'est là que nos libraires vont venir nous aider. Il y a des librairies spécialisées jeunesse. C'est là que nos libraires vont venir nous aider à trouver. Des fois, c'est un titre précis, des fois, c'est un sujet. Et si c'est La mijoteuse, on va lui prêter La mijoteuse. Vous avez raison, le guide de l'auto est très, très populaire, puis ça, c'est partout. Oui. Ça amène nos hommes à lire. Oui. 11, c'était la même chose. C'est un livre de recettes numéro 1 et le Guide de l'auto. J'ai posé la même question à l'Association des bibliothèques du Québec. Quel est le profil, parce que vous avez parlé de petites municipalités, hein? Alors, quel est le profil de la clientèle aujourd'hui de vos bibliothèques? Au niveau, peut-être que Joël pourrait répondre pour l'Estrie, mais c'est sûr que l'utilisateur, il y a beaucoup de jeunes familles qui utilisent la bibliothèque. On parle des parents avec les jeunes enfants qui s'en viennent là. Puis ça nous fait bien plaisir. Puis je pense que c'est aussi dû à nos grands efforts au niveau de l'animation puis de l'éveil à la lecture qu'on fait dans les petites bibliothèques. Ça, c'est une des choses. Puis naturellement, la clientèle plus âgée, les personnes retraitées qui ont beaucoup plus de temps pour lire. Donc, je dirais que la majorité de la clientèle, puis quand on fait un peu les statistiques, c'est pas mal là-dedans. Comme Monsieur le député disait un peu plus tôt, c'est un défi quand même d'aller chercher la clientèle adolescente. Mais encore là, avec les outils technologiques, on pense qu'on réussit à aller les chercher tranquillement. En fait, le gros défi dans les petits milieux, c'est que les gens s'approprient la bibliothèque. Puis ça, on le fait de plus en plus. Les petits milieux s'approprient de plus en plus leur bibliothèque parce que c'est souvent la dernière place où la culture va être disponible et accessible. Donc, c'est un travail. Mais pour le profit de la clientèle, jeunes familles et personnes âgées. Merci beaucoup. Si vous permettez, Oui. j'ajouterais aussi le service de proximité que la bibliothèque peut offrir. La majorité de nos petits milieux ont des liens directs avec la petite école, avec l'école du village ou l'école de la petite municipalité. Et ça aussi, ça va amener une clientèle, comme je mentionnais un peu plus tôt, des classes complètes à l'école. Et ces enfants-là vont revenir le soir avec leurs parents, etc. Vous avez fait mention dans votre mémoire à plusieurs reprises de la loi 51. Et je vous ai entendu dire qu'elle était insuffisante. Est-ce que vous êtes d'avis que nous devrions réouvrir la loi 51 et y intégrer le volet numérique et, bien sûr, réglementation du prix? En fait, ce que je disais, c'est qu'il nous semble, puis les travaux de la commission le démontrent, que la loi 51, à elle seule, ne peut pas assurer à ce moment-là aux librairies indépendantes leur survie. C'est un peu ça. Puis c'est vraiment de même qu'on l'amène dans la mémoire, c'est qu'il nous semble que ça nous apparaît que c'est plus suffisant. Est-ce que réouvrir la loi 51 serait une solution? Je ne sais pas. La loi 51, avec un prix réglementé du livre, nous apparaît 2 mesures qui pourraient en tout cas aider. Puis par la suite des choses, il y a peut-être d'autres choses qu'il faudra faire.
je sais pas. Mais présentement, c'est un peu ce qu'on communiquait. OK. Et en dernier lieu, dans votre mémoire, plus spécifiquement, le dernier paragraphe, vous mentionnez que si la venue d'un prix réglementé peut aider à la survie des librairies, bien, vous appuierez. Alors, vous comprendrez qu'en lisant ceci, vous m'avez pas vraiment convaincu, là. Je vous trouve très modéré dans votre position. Alors, pouvez-vous, sur quoi vous vous êtes basé là pour faire ce commentaire-là? En fait, c'est de la simple prudence. On n'est pas des économistes. On ne peut que parler de ce qui se passe chez nous. Et c'est quand même beaucoup. Quand on parle de chez nous, quand on parle de 760 quelques municipalités, 787 bibliothèques partout au Québec, c'est très, très étendu, mais on ne peut que vous parler de ce qui se passe dans nos milieux. Moi, je vous dirais, on pourrait faire une affirmation au niveau des librairies dans les petits milieux. Je vous assure que ça va aider. Mais en général, je ne pourrais pas vous le dire. D'accord. Merci. Merci. Merci, Monsieur le député Jacques Cartier. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et à mon tour, bienvenue. Je vais renforcer deux de vos constats. Effectivement, l'Abitibi, c'est une très belle région du Québec. Comme ancienne ministre des Affaires autochtones, j'ai eu à visiter les communautés Anishinaabe et, je pense, Lac Kippawa est un secret bien gardé au Québec. Et deuxièmement, je représente deux communautés de moins de 5000 personnes qui ont des bibliothèques publiques, qui font un travail extraordinaire, notamment avec les bénévoles. Alors, merci beaucoup pour souligner l'apport des bénévoles. Je pense qu'aux bibliothèques Abbé d'Urfé, dans l'ouest de l'île de Montréal, c'est entièrement des bénévoles qui font fonctionner ça, et c'est vraiment extraordinaire le travail qu'ils font. Vos membres, est-ce qu'ils achètent leurs livres en ligne? Non, excusez-moi, je pensais que le président. Parce que quand je vous écoute... En fait, je vais parler pour mon réseau, le réseau Biblio de l'Estrie, non. Nous achetons nos livres chez les libraires agréés, mais on pourrait acheter en ligne chez le libraire agréé. Oui, non, mais quand on pose le dilemme de prendre 100 km de route pour aller acheter un livre, je trouve ça aujourd'hui, et même votre dilemme d'avoir les librairies agréées dans le Côte-Nord, il y a des énormes distances entre, dans l'air on peut acheter auprès d'une librairie agréée. C'est pas ça que je remets en question. Mais juste d'aller sur l'ordi, commander ça, t'es pas obligé physiquement à chaque reprise d'aller dans le magasin acheter un livre en 2013. Alors, je pense, une nuance importante. Alors, je comprends le dilemme, mais par contre, vos membres peuvent facilement acheter en ligne. Et même au niveau des conseils et les suggestions, ça, c'est disponible en ligne aussi. C'est pas uniquement en parlant, et je comprends le contact humain, je pense que c'est ma collègue de Gouin qui a parlé de ça hier, et j'endosse ses propos, mais quand même, au niveau où je dois gérer une bibliothèque, je suis à 100 km de librairie parce que les distances sur le Côte-Nord sont énormes. C'est pas plus répandu que je vais acheter une dizaine de titres auprès d'une librairie agréée. C'est pas ça que je remets en question. C'est pas fréquent parmi vos membres? Alors, d'abord, juste m'excuser, quand vous aviez parlé des membres, j'ai tout de suite pensé abonné. Non, au niveau des membres, quand il y a on va dire un best-seller, il va arriver qu'ils vont commander, mettons, par courriel à leur librairie agréée, ils vont commander quelques titres comme ça. Mais, généralement, puis quand on va parler de littérature jeunesse, admettons, la bénévole a besoin de voir le livre, a besoin d'y toucher, a besoin de l'ouvrir, puis de voir si ça a de l'air. C'est-tu solide? C'est-tu intéressant? Est-ce que, des fois, il y a des livres qui sont interactifs. Est-ce que ça va répondre à ma clientèle? Puis ça, c'est pas le genre de choses qu'on peut voir par Internet. Il faut vraiment toucher le livre. Mais aussi, il y a le traitement de ce livre-là. Il y a des livres qui sont disponibles, qui ont une reliure. Ce qui peut être intéressant pour la durée, si on veut que le livre, surtout dans les livres documentaires, si on veut que le livre dure pendant un certain temps. Sinon, on va avoir des coûts supplémentaires attachés au traitement de ce livre-là, à le faire relier, etc. Donc, il y a des considérations comme ça aussi que la bénévole qui est responsable des achats de la bibliothèque va considérer. Parce que généralement, le bénévole, on va avoir un bénévole qui va être responsable des achats pour jeunesse, on va en avoir un autre pour les ados, on va en avoir un autre qui va être spécialisé pour le roman.
Donc, puis qui, à ce moment-là, savent ce que la clientèle veut voir. Mais au niveau du livre comme tel, je pense que c'est important, à part le livre, le best-seller ou la saveur du jour, il est important d'aller voir, de toucher, puis il y a un lien, hein, ce lien avec le livre, là, et je pense que la majorité des gens qui aiment lire, qui ont un attachement pour le livre papier, aiment l'avoir entre les mains, le toucher, le sentir. Oui, il reste un peu moins de 3 minutes, monsieur. Et mon autre question, le mystère pour moi, vous endossez la position que pour les nouveautés, pour 9 mois, il y aura une limite au rabais que les magasins peuvent offrir. Alors j'imagine, peu importe, le plus bas prix va demeurer à Costco et Walmart qui vont aller au maximum de rabais permis selon la proposition qui est sur la table. Alors c'est quoi qui va changer dans le comportement des consommateurs qui va donner un appui additionnel aux librairies agréées? Parce qu'il y aura toujours le monde dont Walmart veut pas. Alors, moi, je constate, moi, je suis pas un grand fan de Walmart, mais c'est pas moi qui fais beaucoup d'achats chez nous, de toute façon. Mais je constate que le stationnement de Walmart dans mon comté est toujours plein. Et j'imagine que ça va continuer d'être toujours plein avec ou sans une limite au rabais sur les livres, parce que j'imagine, règle générale, les personnes sans Walmart peuvent acheter d'autres choses. En quelques Et secondes. en passant, ils vont acheter des livres. Alors, c'est quoi qui va changer pour aider les petits magasins de livres? En fait, un 10 puis encore là, on parle de région. Je pense pas que pour un 10 de rabais, les gens vont faire du kilométrage indu pour simplement acheter des livres. Par contre, ici, ils sont de passage chez Walmart. S'ils ont fait le 140 km parce qu'il y avait des achats à faire chez Walmart, puis que le dernier Louis Tremblay-Dessiambre il est là, puis qu'ils veulent l'avoir, ils vont l'acheter là. C'est sûr et certain. Mais on voit beaucoup dans nos petites régions, les gens vont dire, quand le livre va sortir, le prochain, parce que j'ai aimé, ben, tu m'en réserves une copie, puis je vais aller le chercher. C'est un service personnalisé que le libraire donne aux consommateurs. Ce sera votre mot de la fin, M. Guimond. Merci beaucoup. Merci infiniment également à Mme Tivierge, pardon. Et, pardon, excusez-moi, Madame la députée, j'allais clore la discussion, c'est pas fini. Je vous prie de m'excuser. Je vous prie de m'excuser. Madame la députée de Montarville, excusez-moi pour une période de 3 minutes 15. Excusez-moi. Vous êtes toute pardonnée, Madame la Présidente. Bonjour, Monsieur Tivierge et, Madame Tivierge et Monsieur Guimond. Oui, je suis rendue à l'âge où ça me prend mes lunettes parce que je ne vois pas ce qui est écrit. Écoutez, il y a, de un, on ne peut que saluer le travail là, qui se fait dans les bibliothèques, le réseau des bibliothèques, votre réseau. On en a besoin, c'est primordial, les bibliothèques au Québec, surtout lorsqu'on n'a pas les moyens d'aller s'acheter des livres. Dieu sait que, et à une certaine époque, j'y allais et j'allais prendre les livres de recettes et j'allais prendre les romans en bibliothèque beaucoup plus souvent. Mais si on veut justement travailler dans l'optique qu'il faut aider les librairies et nos librairies indépendantes, moi, je vous soumets une hypothèse, puis j'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Je me demande dans quelle mesure, avec la loi 51 actuellement, les librairies agréées doivent détenir 30 000 titres. C'est beaucoup, c'est une obligation qui est très importante, ce 30 000 titres. Je me demande si on ne serait pas rendu à un moment où on pourrait peut-être alléger, revoir cette obligation pour leur donner un peu d'air, pour qu'ils puissent faire en sorte là, de remplir leurs obligations, puis peut-être de dégager au bout de la ligne un petit peu plus de profit. Mais c'est une hypothèse de travail que je vous soumets, parce qu'avec tous ces titres-là, je me demande dans les bibliothèques s'il y a de ces titres qui sont disponibles et qui ne sortent jamais les tablettes. C'est évident que tout ne sort pas constamment, mais il est important d'avoir une diversité, dans le sens que quand on cherche un document qui va parler d'un sujet X, généralement, on compte sur sa bibliothèque pour pouvoir se le procurer. Même quand on ne le trouve pas en librairie, des fois, on va voir à sa bibliothèque pour savoir s'il n'y a pas un ouvrage de référence sur ça. Puis l'avantage du réseau, c'est justement que même si on trouve 3000 titres à ta bibliothèque de quartier, en fait, tu as accès à des centaines de milliers
Millions maintenant, je n'étais pas trop sûr. Donc, de titres. Donc, il y a des chances qu'il y ait un ouvrage de référence qui va vraiment répondre aux besoins. Maintenant, le libraire agréé, si jamais il y a un sujet nous, on peut lui commander aussi à ce moment-là, dire, bon, ben, on a une clientèle qui semble s'intéresser à un sujet en particulier, on aimerait avoir un ouvrage de référence là-dessus, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as ou qu'est-ce que tu peux commander? Donc, j'ai pas eu de rétroaction me disant que les petits libraires trouvaient que la loi 51, l'obligation était là. Si c'est le cas, à ce moment-là, ça pourrait toujours être à revoir, parce qu'encore aujourd'hui, même dans n'importe quel commerce, l'obligation d'avoir un inventaire physique important avec les possibilités de commandes de commandes en ligne, ou à ce moment-là, c'est peut-être moins important de l'avoir physiquement. Mais encore là, c'est en allant dans votre hypothèse là, de travail. Mais moi, j'ai pas eu comme feedback comme quoi que c'était un problème de garder cet inventaire-là. Ça l'est peut-être. Contrario pour les bibliothèques, plus l'inventaire est grand, c'est-à-dire plus la diversité des titres est là, mieux c'est pour vous dans la mesure où vous êtes la référence à qui on va faire appel. Là. Puis je mentionnais tantôt que on reçoit régulièrement des demandes d'acquisition de titres qu'on n'a pas, par exemple, de la part de nos abonnés. Et curieusement, c'est pas toujours des nouveautés que les gens vont nous demander. C'est pas nécessairement, bien sûr, il y a les livres sortis. À partir du moment où ils entendent parler à la télé, à certaines émissions, on peut être sûr que le lendemain, il y a 12 demandes, mais moi-même, des fois, je suis très surprise de voir comment les gens peuvent demander des choses qui sont même été publiées il y a quelques années. Donc oui, c'est important d'avoir un fonds documentaire. Merci beaucoup, Mme Tivierge. Madame la députée de Montarville, j'ai laissé quelques secondes de plus me faire pardonner. Madame la députée de Gouin, c'est à votre tour. Merci, Madame la présidente. Bonjour, merci infiniment pour ce travail que vous faites. Moi aussi, j'ai découvert tardivement Madame Saucier, mais je le regrette pas. Écoutez, en fait, là, j'ai l'impression qu'il y a ici autour de cette table uniquement des gens qui veulent la survie, le développement de la petite librairie et qui en voient tous les mérites. J'ai pas l'impression que le problème est là. On dirait que le problème, c'est oui, mais si on dit oui à la proposition que vous faites et que d'autres font, de réglementer partiellement, parce qu'il y a encore possibilité de rabais, le prix des nouveautés vendues dans des grandes surfaces, ça pourrait, en fait, non seulement peut-être que ça n'aurait pas un effet extraordinaire sur les petites librairies indépendantes, donc ça, d'autres pourront en parler, mais deuxièmement, ça pourrait faire diminuer la lecture, diminuer les ventes de livres. Certains disent ça. Alors moi, je vous pose une question simple, où je comprends que vous n'avez pas de statistiques, mais vous connaissez vos abonnés, lecteurs et lectrices, ils viennent chez vous, ils vous parlent de livres, etc. De votre expérience, là, est-ce que vous pensez qu'en région, en milieu éloigné en particulier, on va refuser de payer un livre quelques dollars de plus pour l'avoir absolument, et là je pense à la énième biographie de Céline Dion par exemple, ou autre, ou est-ce qu'on va s'en priver? Qu'est-ce qu'on va faire s'il n'y a plus possibilité d'avoir le livre à moins 30%? Pas au niveau du livre neuf. Moi, je crois pas à ça. Je crois pas que nos abonnés, parce qu'ils vont payer un 3 ou 4 $, 5 $ supplémentaires, vont se priver du 5-6 heures de plaisir, de loisir qu'ils vont avoir dans un livre. Par contre, ça va peut-être, quand le livre est à 50% de rabais au bout d'un certain temps, peut-être un livre qu'il n'aurait pas acheté, il va l'acheter finalement, parce qu'il le voit en spécial. Mais s'il a envie d'un petit peu, généralement, quand on parle d'un best-seller, ben ils vont vouloir le lire. Soit ils vont vouloir se le procurer, ou ils vont aller voir leur bibliothèque pour pouvoir le lire. Autrement, ils vont peut-être attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, puis à un moment donné, ils vont le voir en spécial, ils vont dire « Ah, j'ai entendu parler de ce livre-là », ils vont le prendre, puis ils vont l'amener. Parce qu'il est en spécial, peut-être c'est un incitatif. Merci. Merci. Alors, Monsieur Guimond et Madame Tivierge, merci de votre passage, merci de vos réflexions. Bon retour. J'appelle maintenant Monsieur Hervé Foulon et Madame Sylvie Desrosiers, conseil consultatif de la lecture et du livre. Je suspends quelques instants.